Retour en Iran, dans sa capitale, Téhéran, où France Info a posé ses studios. On est en taxi avec vous, Fabienne Sintès. On monte sur la banquette. On n'est pas en taxi, on est en bus, figurez-vous, c'est encore mieux, en minibus de France Info qui sillonne les rues de Téhéran toute la journée à la veille de ces élections. Un stop, un invité, et nous sommes avec Merzat Mikhaëlkoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-iranien, vous avez passé 20 ans en France, 15 ans en Suisse, vous êtes parti, vous aviez 9 ans avec votre famille au moment de la Révolution, et puis vous êtes revenu, c'était il y a un an, vous avez créé 3 sites internet pour aller vite. Il y en a un qui s'appelle Orient Stay, qui serait l'équivalent d'Airbnb ici en Iran. Vous avez créé Zoodle, qui est un peu l'Alibaba chinois, on parle plutôt business. Et vous avez créé Amalalé, ce qui serait l'équivalent du Bon Coin, en fait, pour faire référence à des choses qu'on connaît bien. Vous avez fait le choix du retour, vous avez répondu à l'appel qui a été lancé à un moment, et vous avez même devancé l'appel. Vous êtes parti un an avant la levée des sanctions, en croisant les doigts peut-être, non? Absolument, c'est-à-dire qu'il y a un an, je cherchais vraiment un challenge. Ça faisait 20 ans que je travaillais en Europe et j'avais lancé des sites internet. Et je me suis dit vraiment, c'était le moment de faire quelque chose. Et le potentiel était vraiment important. Et je me suis dit, voilà, c'était vraiment le moment qu'en même temps on puisse faire quelque chose de grand et en même temps ce soit quelque chose pour mon pays. Vous avez l'impression que le pays était mûr, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé même avant la levée des sanctions qui vous a invité à venir. Écoutez, ça s'est passé à peu près vers décembre quand j'ai décidé de venir en Iran. Un ou deux mois avant, c'était déjà le début des lumières, une lumière qu'on voyait de loin, que peut-être qu'il y a un accord qui soit fait. Et là, on s'est dit, c'était vraiment le moment de pouvoir démarrer et prendre le train au bon moment. Mais est-ce que vous avez le sentiment réellement que l'État, justement, sait s'appuyer sur des enthousiasmes comme les vôtres et sait vous faire revenir, sait vous pousser à être ici et à entreprendre? Écoutez, je peux vous dire une chose. Ça fait un an que je suis là. Dans tous les démarches qu'on a eues, sur les 3 sociétés qu'on avait, comme vous l'avez précisé, le premier société, c'est vraiment pour emmener les touristes. Ouais. Et le deuxième, c'est pour aider les entreprises iraniennes, pour qu'ils soient en contact avec les entreprises européennes, pour qu'ils puissent exporter. Dans ces 2 domaines, l'État était toujours derrière nous. Et c'est pas facile, parce que c'est pas très facile de changer les infrastructures. Qu'est-ce qui est pas facile? C'est de se heurter à quel genre de mur? Écoutez, il y a une lourdeur aussi, peut-être, non? Les challenges, en tout cas pour les entreprises comme le nôtre, première chose, c'est la clarté au niveau légal. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le faire. Et il y a un état de droit, il y a toutes les lois qui existent, mais pour avoir accédé, c'est pas toujours évident. Et après, deuxième challenge, c'est vraiment la partie humaine, c'est-à-dire pouvoir trouver des expertises en Iran, des experts en Iran qui puissent vous aider. Donc embaucher, en fait? Embaucher, non, mais trouver des experts. C'est-à-dire que, vous voyez, le digital marketing, par exemple, ça fait pas des années qu'il existe ici. Alors, pour trouver des gens dans ce domaine-là, c'est pas toujours évident. Et ceux qui sont de ce domaine-là, en général, ils sont partis, non? Souvent. Non, ou alors est-ce que vous les voyez revenir, comme vous, en fait? Absolument. Écoutez, là, vous voyez le diaspora qui est de plus en plus important et qui revient sur le marché iranien, c'est-à-dire qui vient dans son pays, et ils sont d'une très grande aide par rapport à l'expertise qu'ils avaient dans le pays européen et qui les amène ici. Comment vous êtes vu, vous, quand vous êtes ici, y compris au milieu des Iraniens? Est-ce qu'on vous dit merci d'être venu? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ou est-ce qu'on vous dit vous êtes fou? Pourquoi vous êtes là? Écoutez, il y a les deux. Il y a les deux. Je dirais, quand ils voient qu'on peut emmener quelque chose, ils sont vraiment très heureux. Parce qu'on vient et ils sont contents qu'on soit là, quand on nous amène quelque chose. Et de l'autre côté, ils sont fous parce qu'ils disent, parce qu'ils ont une rêve de l'autre côté, que peut-être quelque chose qui est à travers la télé, parce que pour la plupart de ces gens-là, ils sont pas allés en Europe, et ils estiment que l'Europe est peut-être 20 fois mieux que ce qu'ils ont ici, et ce qui est pas vraiment vrai. Alors vous avez les deux sentiments. Il y a le sentiment, les gens qui sont contents de nous voir parce qu'ils disent, ok, on emmène l'expertise qu'on a acquis de l'autre côté, et de l'autre côté, vous avez les gens qui disent, mais pourquoi vous êtes parti le paradis alors qu'ici c'est moins bien. Mais quand vous regardez en clair, la définition de paradis, c'est pas toujours très clair pour chacun. Alors justement, ici c'est moins bien. C'est vrai que pour vous, ça marche et c'est tant mieux. C'est vrai que pour l'instant, vous êtes sur une pente ascendante là depuis un an. Après, il y a aussi les autres, ceux qui ont un peu le sentiment d'être les laissés pour compte, y compris d'ailleurs de cette ouverture. Il y a ceux qui galèrent. Et Isabelle Labéry qui nous a rejoint dans le minibus de France Info. Vous avez rencontré une dame qui s'appelle Zénab. Oui, Zénab, elle travaille dans une grande mosquée du centre de Téhéran et chaque jour, de 8h à 20h, elle accueille ceux qui viennent prier ou pleurer un proche. Silhouette frêle et discrète, elle sert le thé, parfume les lieux, chasse la poussière avec son plumeau, le tout pour 240 € par mois. Son mari, lui, n'a pas d'emploi fixe et quand il peut, il fait le coursier avec sa moto. Et dans les yeux de Zénab, il y a aujourd'hui beaucoup de fatigue et de désillusion parce qu'elle fait partie de ceux qui ont cru à la révolution islamique. Mais aujourd'hui, elle a du mal à boucler les fins de mois et elle se sent laissée de côté.
C'est ça notre problème, c'est le chômage et l'inflation. Et après chaque élection, c'est pire. Les candidats ne cherchent pas à résoudre les problèmes du peuple, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ce n'est pas cet islam-là que l'on veut. Moi, je vis sous le seuil de pauvreté. Je ne peux même pas acheter 2 litres de lait par semaine pour mes enfants. Heureusement, la mosquée, c'est un lieu d'entraide. De temps en temps, les gens qui viennent prier me ramènent 1 kilo de viande, ils me mettent un billet dans la poche. Mais rien ne change dans ce pays. Ceux qui ont de l'argent en auront toujours, et ceux qui n'ont rien n'auront jamais rien. La seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est Dieu. Merzat Mikhaël Koy, cette femme, est-ce qu'il vous arrive de la croiser? Est-ce que ces 2 mondes-là, ces 2 Irans-là, le vôtre et le sien, parfois se croisent? Écoutez, on les croise tous les jours. C'est que si vous êtes à Téhéran, la vie est vraiment très chère. Les gens, en moyenne, ils doivent travailler, je dirais, à 2 endroits différents pour essayer de répondre à leurs besoins. La plupart des gens, ils habitent, les jeunes, ils parlent chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les prix de location qui s'approchent au prix que nous, on a en Europe, c'est-à-dire à Paris. Et comme vous avez vu, le minimum au niveau de salaire, c'est autour des 300 €. Alors, si vous voulez, je peux pas vous dire est-ce que c'est pour le compte de la révolution qu'aujourd'hui c'est cette situation-là, mais si vous regardez, on a eu plus de 8 ans de guerre. Après, on a eu 1 ou 2 ans où, en gros, on était un petit peu tranquille pour essayer de construire quelque chose. Et après, les sanctions, ils ont démarré. Et c'est vraiment pas évident avec tous les contraintes qu'il y a eu pendant ces 37 ans, entre la guerre et toutes les sanctions, que vous puissiez avoir une situation économique qui soit meilleure que ce qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que le risque, ce sera la dernière question avant qu'on s'interrompe pour les titres, est-ce que le risque, c'est pas de se retrouver finalement dans une société à la chinoise, c'est-à-dire où il y a ceux qui arrivent à avancer, il y a ceux qui vont très vite, et puis il y a ceux qui de toute façon resteront forcément derrière, qui prendront pas ce train-là, et comme elle le dit, cette dame, les plus pauvres resteront les plus pauvres et les plus riches encore plus riches. C'est un risque ou pas ça? Écoutez, il y a un risque, mais je pense que par rapport à la manière dont moi j'ai vu pendant ces dernières années, l'économie a changé, je pense qu'il y a un espoir qu'il y a une classe moyenne qui puisse se reconstruire. Mais si ça pour tout le monde. S'interrompre juste, Merzat Mikhaël Koy, pour les titres à Paris. Il est 7h23 à Paris. On revient dans 1 minute ici à Téhéran. Et tout ce qu'il faut savoir ce matin, c'est avec vous, Jean-Christophe Martin. Google va devoir payer ses arriérés d'impôts en France. Le géant américain est sous le coup d'un redressement fiscal pour la somme record d'1,6 milliard d'euros. Le détail dans le prochain journal à 7h30 sur France Info. Également au sommaire, la baisse du chômage de 0,8% en janvier. Potentiellement la baisse la plus forte depuis la crise de 2008. Bonne nouvelle donc, mais assombrie par un doute sur les chiffres. On y revient aussi à 7h30. Un gros coup de colère, celui de Martine Aubry. La maire de Lille signe une tribune dans Le Monde avec des personnalité de gauche, et c'est une charge au vitriol contre la politique de François Hollande et Manuel Valls. Et puis la chanteuse Adèle triomphe cette fois aux Brit Awards. C'était hier soir à Londres, cérémonie marquée aussi par un hommage à David Bowie. Récit à Londres à 7h30. France Info. Et en attendant, retour avec Fabienne Synthèse dans les rues de Téhéran. Merci. Et toujours dans notre minibus avec Merzat Mikhaël Koy qui a créé 3 sites internet ici réinstallés en Iran depuis 1 an. J'ai une question idiote à vous poser. Est-ce que vous avez une Peugeot? Non. Non, mais ça ne m'étonne pas que vous n'ayez pas de Peugeot. Mais c'est vrai que quand on parle d'économie, quand on parle d'Iran, quand on parle de retour de l'économie et des rapports avec la France, on pense beaucoup à ces 405, ces 206 qu'on croise un peu partout là autour de nous sur la place où nous sommes. Il y en a un certain nombre. C'est vrai qu'ici c'est le pays de la voiture. Par ailleurs, on le sent moins aujourd'hui jeudi parce que c'est le premier jour du week-end. Mais habituellement c'est aussi la ville des embouteillages et de la pollution qui va avec. On va en parler quand même de cette entreprise Peugeot parce qu'elle est importante pour l'Iran. Et c'est vous, Mathilde Lemaire, qui nous emmenez dans cet univers-là et dans cette histoire surtout très tumultueuse entre Peugeot et l'Iran. Oui, voilà, vous disiez beaucoup de voitures, 1 million de voitures vendues chaque année ici en Iran. Pour refaire l'histoire, la tumultueuse histoire entre Peugeot et l'Iran, 2012, Peugeot quitte l'Iran, plie bagage du jour au lendemain parce qu'elle s'allie la firme française à ce moment-là avec General Motors, l'américain, qui exige l'arrêt de la collaboration avec l'Iran, son ennemi de toujours. Ce départ a été vécu ici comme une trahison, un abandon. Le partenaire iranien de Peugeot, Iran Khodro, a alors continuer malgré tout de produire des 405, des 206, mais sans la licence. À Paris, Peugeot a fermé les yeux sur ces sortes de contrefaçons, pariant sur un retour un jour en Iran. Ce jour, il est arrivé avec la fin des sanctions. Le mois dernier, la collaboration a repris. Peugeot, Iran Khodro. Je vous emmène dans l'usine Iran Khodro, à 1 heure de Téhéran. Le bruit des machines se mêle, vous l'entendez, à l'appel à la prière dans les haut-parleurs. 3 fois par jour, les ouvriers s'arrêtent, déploient
plient leurs tapis à côté de la chaîne d'assemblage. C'est le seul détail qui retient l'attention dans cette usine qui pour le reste est moderne, ordinaire. Le chef de l'assemblage, monsieur Baktazma, se réjouit du retour des Français. Nos clients réclament des Peugeot, mais sans licence. On n'a pu produire que les vieux modèles pendant 4 ans. Là, avec le retour des Français, la nouvelle collaboration de nos ingénieurs, on va pouvoir fabriquer ici les derniers modèles, comme la berline 301. Elle est très attendue. Voilà pour l'usine. Partons maintenant à quelques kilomètres de là, dans un garage du centre de Téhéran. Le nez dans un capot de 405, Kei Rosro, réparateur, salue lui aussi le retour de Peugeot, la fin d'année de galère pour lui. Depuis 4 ans, on n'a plus de pièces détachées Peugeot. Alors pour remplacer les pièces usées, on s'est mis à acheter aux Chinois des copies de pièces, mais de mauvaise qualité. Par exemple, ce radiateur vient de Chine, cette pièce-là aussi. À cause de ça, certaines voitures tombent en panne à chaque carrefour. Ça va faire du bien de récupérer des vraies pièces pour réparer les voitures de nos clients de manière plus sûre. Voilà bientôt donc des pièces détachées authentiques et des Peugeot authentiques de A à Z fabriqués en Iran. La marque française compte produire ici 200 000 véhicules par an, 15 voitures par heure, ça fait. Et ce sera à partir de 2017. Voilà, Merzat Nickel, vous allez pouvoir vous offrir une Peugeot toute neuve. Donc si vous le souhaitez, en restant ici, c'est vrai que tout le monde est dans les starting blocks depuis la levée des sanctions. On les voit apparaître, les chefs d'entreprise, les entreprises, etc., qui veulent profiter de cet élan politique. Est-ce que vous pensez qu'il est parti pour durer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire, voilà, il n'y aura plus jamais de retour en arrière en Iran? Écoutez, je pense que par rapport à tous les contrats qui ont été signés, tous les engagements qui ont été pris au niveau international, moi je vois difficilement comment on peut revenir en arrière. Et vraiment, c'est une volonté politique et aussi par la population qui veulent qu'il y ait un changement qui arrive. Parce que pour la population, comme vous l'avez précisé, c'est très difficile de vivre. La vie est chère, on n'a pas tout ce qu'il faut et vraiment, ils ont une volonté d'ouverture. Est-ce que ces élections, elles serviront de marqueur, justement, de période 2, en fait, réellement? Est-ce que c'est comme ça que vous les vivez, en tout cas? Écoutez, en tout cas, vous voyez dans la rue, je vous inviterai, en tout cas, vous allez voir dans la rue, il y a énormément d'énergie. Vous voyez beaucoup de particuliers qui viennent avec des tracts. Et des panneaux électoraux un peu partout. Exactement, mais tout le monde est dans la rue. C'est-à-dire que tout le monde veut que tout le monde participe et qui donne sa voix pour faire changer la vie. C'est-à-dire continuer à faire changer la vie iranienne. Merzat Nickel, est-ce que vous avez laissé votre famille en Suisse pour l'instant? Oui. À quel moment vous vous dites, eux aussi je les embarque, en fait, derrière moi? Est-ce que ça c'est un projet aussi que vous avez? Tout le monde rentre en Iran? Dans ce nouvel Iran là. Bon, j'ai des enfants qui sont de jeune âge. Ouais. Ceux que de fils, ils ne parlent pas encore le persan. Mais en tout cas, c'est mon rêve. S'ils arrivent à revenir ici. Alors, il faudrait que l'infrastructure soit là, l'école, en tout cas tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent, leur éducation ne soit pas en danger. Et le jour où ça sera le cas, ça sera avec plaisir qu'on viendra avec toute la famille. Et du coup, en tout cas, vous avez l'impression que parce que l'économie est en train de repartir, parce qu'il y a des initiatives comme la vôtre, le reste suivra aussi. C'est-à-dire, c'est l'économie qui déverrouille la société, plus que la politique même, qui commence de la fée de la poule. Écoutez, je pense que c'est la population avant. C'est la population qui est en train de changer les choses. Et après, l'économie aide pour que la population y puisse avancer et le gouvernement, en tout cas la politique, est là aussi pour accompagner la volonté de la population. C'est que plus ou moins je vois ça de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est l'économie qui est le vecteur parce que réellement tout le monde a envie qu'il y ait un changement, parce que la vie est dure et les gens ils veulent avoir une autre vie. Voilà, et vous en êtes la preuve avec vos 3 sites internet donc, qui fonctionnent depuis 1 an. Merci beaucoup, Merzat Nickel d'avoir été avec nous dans le minibus de France Info qui poursuit sa route dans les rues de Téhéran. Un Téhéran qui change, vous l'avez entendu, trop vite, pas assez vite, à la bonne vitesse. On voit ça tout au long de cette journée et à tout à l'heure.